car son sexe n'était pas douteux, quoique la mode du temps fît quelque chose pour le déguiser, faisait siffler son épée à coups de taille contre une tête de mort qui, pendue aux poutres, oscillait. Elle avait la couleur d'un vieux ballon. Elle en aurait eu plus ou moins la forme, sans ses joues avalées et une ou deux touffes de cheveux rudes et secs comme la tignasse d'une noix de coco. Le père d'Orlando, ou peut-être son grand-père, l'avait décollé des épaules d'un énorme infidèle surgi soudain, au clair de lune, dans les champs barbares d'Afrique. Et voici que doucement, sans arrêt, dans la brise qui soufflait toujours par les greniers de cette maison géante, elle oscillait sous le toit du lord qui l'avait tranchée. Vous venez d'écouter les premières lignes d'Orlando, de Virginia Woolf. Au programme aujourd'hui, du patin à glace, la reine d'Angleterre et un brin de folie. Bienvenue dans la Voie des Lettres, épisode 9. Le livre s'ouvre sur un jeune homme de 16 ans s'entraînant à l'épée seul dans un grenier. On nous vante son port noble et son goût du risque, ça sent le roman d'aventure. Indiana Jones n'a qu'à bien se tenir. Nous sommes alors en Angleterre, au XVIe siècle, dans un domaine immense dont les aïeux d'Orlando s'occupent depuis plusieurs générations. À peine a-t-il déposé sa lame qu'on le voit s'armer d'une plume qu'il plonge dans l'encre pour noircir 10 pages d'une tragédie en 5 actes de son cru, prêt à défier les plus grands auteurs, de Shakespeare jusqu'à Booba. En bon poète, il se laisse distraire par la couleur d'un arbre trônant sous sa fenêtre, s'échappe en habit simple par une porte dérobée et gravit une haute colline d'où il laisse son regard vagabonder depuis le domaine de son père jusqu'aux tours de Londres et aux rives de la Manche. Un tel état d'esprit offre peu de prise au temps, qui s'écoule tranquille, tirant le soleil dans son sillage. Alors que le bleu du ciel commence à rougir, un lointain son de trompette éveille Orlando de sa rêverie. Il perce l'horizon du regard, et tant à l'agitement nouveau qu'à la forme du carrosse, il reconnaît l'arrivée, chez lui, d'Élisabeth Ière, reine d'Angleterre. Il est à bout de souffle lorsqu'il rejoint ses appartements, enfile une tenue convenable, puis file à travers les couloirs pour aller présenter à sa monarque, en retard, les hommages qui lui sont dus. Alors qu'il court, et si près du but, son regard est happé par une porte ouverte. Mais là, assis à la table des domestiques, une chope à son côté et du papier devant lui, était un homme plutôt gras, plutôt minable, avec une fraise à rien crasseuse et des habits de grosse bure. Il tenait à la main une plume, mais n'écrivait pas. Il paraissait occupé à rouler quelques pensées dans son esprit, de haut en bas, de droite à gauche, jusqu'au moment où elle prendrait forme et poids à sa convenance. Le regard de ses yeux sphériques et nébuleux, comme des pierres vertes de curieuse texture, restait fixe. Il ne voyait pas Orlando. Malgré toute sa hâte, Orlando s'arrêta net. Était-ce là un poète ? Écrivait-il des vers ? Dites-moi, eut-il envie de lui demander, dites-moi tout du vaste monde. Car il avait les idées les plus folles, les plus absurdes, les plus extravagantes sur les poètes et sur la poésie. Mais comment adresser la parole à un homme qui ne vous voit pas ? Qui voit à votre place des ogres, des satyres, peut-être les profondeurs de la mer. Orlando, immobile, contempla cet homme. Il tournait sa plume entre ses doigts dans un sens, puis dans l'autre, regardait, musait, puis, très vite, écrivit une demi-douzaine de lignes et leva les yeux. À ce coup, Orlando, plein de confusion, partit comme une flèche et atteignit le hall, juste à temps pour tomber à genoux et, timide, la tête basse, offrir un bol d'eau de rose à la grande reine elle-même. Lors de cet épisode, ce n'est pas l'eau de rose qui attire le regard de la reine, mais Orlando lui-même, dont elle tombe immédiatement sous le charme. 2 ans plus tard, elle l'appelle à sa cour et le nomme son trésorier et grand intendant. Elle ne lui refuse rien et nous voyons ainsi Orlando s'épanouir auprès de dames plus ou moins nobles dans des milieux plus ou moins fréquentables. Car en aventurier qu'il est, Orlando ne se contente pas toujours des réceptions mondaines, et se mêle plus d'une fois au peuple dans une auberge crasseuse, écoutant le récit des marins fraîchement débarqués. Il se retrouve fiancé à une noble et riche demoiselle, qu'il juge sans doute un peu trop sage, et tombe amoureux de Sacha, une ambassadrice russe, garçonne et peu farouche,
dont le motto pourrait être « Attrapez-les tous, attrapez-les tous, attrapez-les tous. » Après avoir patiné ensemble de longues heures sur la Tamise prise par le gel, Orlando prémédite avec elle une fuite hors du pays, abandonnant son futur mariage et sa dignité auprès de la couronne. Mais lorsque minuit sonne, le soir prévu de leur départ, il se retrouve seul et aperçoit au large, toute voile dehors, le navire russe emportant ses émissaires. Orlando s'évanouit et sombre dans un sommeil profond dont il n'émergera qu'au bout de 7 jours. On observa que les mots de Russie, de princesse ou de navire le faisaient tomber dans une gêne mélancolique, qu'aussitôt il allait regarder à la fenêtre, sifflait un de ses chiens ou sculptait avec son couteau un morceau de cèdre quelconque. Les médecins n'étaient guère plus sages qu'aujourd'hui, et après lui avoir prescrit le repos et l'exercice, le jeûne et la suralimentation, la société et la solitude, après lui avoir ordonné de rester couché tout le jour et de couvrir 40 milles au galop entre le déjeuner et le dîner, sans préjudice des sédatifs et des excitants ordinaires compliqués à leur fantaisie, de bave de lézard caillé le matin et d'un grand trait de fiel de paon au moment de se mettre au lit, ils l'abandonnèrent, déclarant qu'à leur avis, il avait fait un somme d'1 semaine. Un somme, soit. Mais alors, de quelle nature sont ces sommes ? Voilà ce que nous ne pouvons nous empêcher de demander. Sont-ils des mesures de sauvegarde, des léthargies ou les souvenirs les plus amers, les événements qui brisent à jamais une vie, balayés par une aile sombre, perdent soudain leur dureté, se dorent, prennent, même les plus laids, même les plus vils, un certain lustre, une certaine incandescence ? Faut-il que le doigt de la mort, de temps à autre, se pose sur le tumulte de la vie pour l'empêcher de nous foudroyer ? Sommes-nous ainsi faits qu'il nous faille boire la mort à petite dose, quotidiennement, pour garder la force de vivre ? Et dans ce cas, quels étranges pouvoirs sont ceux-là, qui fouillent jusqu'au plus secret de notre être, transmutent nos biens les plus précieux sans nul souci de notre assentiment ? Orlando, épuisé par l'extrême de sa souffrance, mourut-il pour 1 semaine et ressuscita-t-il ensuite ? Et s'il en est ainsi, de quelle nature est la mort et de quelle nature est la vie ? Ayant attendu plus d'1 demi-heure une réponse à ces questions et n'en voyant venir aucune, continuons notre récit. Bon, là, ça commence à partir en vrille. Et j'aime autant vous dire que ce n'est qu'un début. La narratrice qui s'adresse au lecteur passe encore. C'est pas la première fois, elle nous a déjà fait le coup quelques pages plus tôt pour se plaindre de son personnage, à qui il arrivait des choses insensées, enfin qu'on ne pouvait pas relater une biographie dans ces conditions. Et elle n'a pas tout à fait tort. Ce somme d'1 semaine n'est que le premier événement fantastique qui vient perturber la trame, certes mouvementée mais jusque-là plus ou moins réaliste, de la vie d'Orlando. En anglais, le titre original de l'œuvre est Orlando, une biographie. Ce personnage fictif est inspiré de Vita Sackville-West, une romancière ayant eu une part importante dans la vie de Virginia Woolf en tant que muse, amie et amante, pas forcément dans cet ordre. Orlando, publié en 1928 à Londres, lui est dédié et son fils définira même ce livre comme la plus longue lettre d'amour de l'histoire. On comprend mieux ainsi que le récit d'aventure se teinte d'éléments poétiques jusqu'à nous faire perdre parfois le sens du réel. Ce style déroutant, caractéristique des œuvres de Virginia Woolf, est introduit ici progressivement, à la manière d'une initiation, faisant d'Orlando un accès privilégié à cet univers. Difficile de poursuivre l'analyse sans révéler le bouleversement qui donne tout son sel à l'histoire. Si vous voulez profiter de l'effet de surprise, je vous invite à arrêter cet épisode et à vous plonger directement dans le texte, sans lire la préface ni la 4e de couverture, qui en disent souvent trop. Je vous laisse 5 secondes de réflexion. Je reste. Et pour ceux qui restent avec moi, écoutons sans plus attendre un nouvel extrait. À ces mots, elle agita le pied avec tant d'impatience qu'elle découvrit bien 1 pouce ou 2 de son mollet. Un marin, perché dans la hune et qui, par hasard, à cette minute, regardait vers le pont, en eut un tel sursaut que le pied lui manqua. Ce fut miracle s'il en réchappa.
Quoi ? Songea Orlando. La vue de mes chevilles peut entraîner la mort d'un honnête garçon, chargé sans doute d'une femme et d'une famille ? En toute humanité, je dois donc les garder couvertes ? Pourtant ses jambes n'étaient pas le moindre de ses charmes. Orlando tomba dans une méditation profonde. L'étrange embarras s'il faut que tous les charmes d'une femme soient couverts de peur qu'un marin ne choie de sa une. Que la vérole les ronge, dit-elle enfin. Elle venait d'apprendre ce qu'en d'autres circonstances on lui eût enseigné tout enfant, les responsabilités sacrées de la femme. Et voilà bien le dernier juron auquel j'aurai droit, songea-t-elle, dès que j'aurai posé le pied sur le sol d'Angleterre. Je n'aurai pas le droit non plus de fendre la tête à un homme, de le traiter de menteur, de tirer mon épée et de le pourfendre, de siéger au milieu de mes pairs, de porter une couronne, de marcher en procession, de condamner un homme à mort, de commander à une armée, de caracoler dans Whitehall sur un palefroid, ni de porter sur ma poitrine 72 médailles diverses. Mon seul droit, dès que j'aurai posé le pied sur le sol anglais, sera de servir le thé en demandant à ces messieurs comment ils l'aiment. Le sucrez-vous, monsieur ? Avez-vous accoutumé d'y mêler de la crème ? Tandis qu'elle susurrait ces derniers mots, elle comprit soudain avec horreur quel mépris pour l'autre sexe, le sexe fort, avait aujourd'hui remplacé dans son âme la gloriole de jadis. Ils tombent de leur une, songea-t-elle, parce qu'ils voient les chevilles d'une femme. Ils s'habillent en polichinelle et plastronnent dans les rues pour capter les regards des femmes. Ils refusent aux femmes la moindre instruction, de peur d'être un jour leur risée. Ils rampent au pied de quelques mauviettes en jupon, puis ils s'en vont par le monde avec l'air d'être les rois de la création. Ciel, songea-t-elle, quel pantin ils ont fait de nous, quel pantin nous sommes. L'ambiguïté de ses paroles semble montrer qu'à ce moment, Orlando distribuait impartialement ses blâmes aux deux sexes, parce qu'elle n'appartenait à aucun. Et en effet, elle paraissait vivre, pour l'instant, dans une oscillation perpétuelle. Elle était homme, elle était femme. Elle connaissait les secrets, partageait les faiblesses des deux camps. Vous n'avez pas rêvé. Orlando, ce jeune aventurier dont, d'après la première page, le sexe n'était pas douteux, se réveille au milieu du récit dans un corps de femme, sans passer par la case oestrogène ni bloc opératoire. C'est un clin d'œil à l'homosexualité et à l'androgynie de Vita Sackville-West, qui se plaisait à s'habiller en homme durant sa jeunesse. Cela permet surtout à Virginia Woolf d'explorer la psychologie d'un même personnage sous l'angle des deux sexes, et de dresser une critique de la société patriarcale dans laquelle elle évolue. Au moment de la parution d'Orlando, en octobre 1928, elle donne une série de conférences dans 2 collèges pour femmes à Cambridge. Les idées qu'elle y développe paraîtront l'année suivante sous la forme d'un essai, Une chambre à soi, qui est un chef-d'œuvre littéraire tout autant qu'une référence de la pensée féministe. Elle aborde des thèses similaires dans Orlando, mais cette fois-ci sous la forme du roman. À travers ce livre, ce n'est donc pas seulement la découverte d'un nouveau style que l'on nous propose, mais aussi une révolution des mœurs que nous ferions bien de lire encore aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, je vous invite à partager autour de vous, à me suivre sur les internets, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Voix des Lettres.